Merci. Alors, je suis Cathy Giraud, je suis déléguée générale du think tank Matière Grise. Je vais continuer à filer la métaphore. Nous avons parlé contrat de mariage, nous avons parlé physique des mariés, on va parler dot et panier des mariés avec une table ronde sur la tarification. Alors, sur cette table ronde dédiée à la tarification des services autonomie, on va d'abord s'intéresser justement aux services autonomie avant d'aller voir ce qui se passe du côté des SIAD. Alors, la réforme des services autonomie, on en a beaucoup parlé là ce matin, de ce fameux cahier des charges qui est très organisationnel, qui va repositionner des missions sur les services autonomie. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la réorganisation de ces services autonomie, elle va permettre une petite bouffée d'oxygène, des leviers financiers sur la santé des services autonomie. Je vais vous donner la parole d'abord, Vincent Vincentelli, parce que la première fois qu'on en a discuté ensemble, vous aviez une réponse assez tranchée sur le sujet. Alors, oui, est-ce que la réforme des services a apporté une bouffée d'oxygène financière ? Non. Ça va ? Je continue ? Vous n'avez pas changé d'avis, donc. Non, mais ça doit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bon, on vient, ça a été dit ce matin, de boucler une réforme du financement des SIAD. Ça a pris 10 ans, bon an, mal an. La réforme du financement de l'aide, on en a vu, on a parlé de modèle économique, juste à la table ronde précédente, comme quoi c'était un sujet. La première expérimentation et le premier fonds d'appui pour le service d'aide, c'est 2012. Donc ça fait depuis 12 ans qu'on travaille dessus, on en a une en 2019. Alors on en attend une en début d'année. Il est clair que la réforme des SAD, elle est nécessaire, et sous sa forme actuelle. Sachant que, comme on l'a dit, si on se débrouille bien, on a 7 ans. On a jusqu'en 2032 pour les SAD pour devenir. 5 ans plus 2 ans si on fait une demande d'autorisation qui a un refus, ça donne 2 ans. Donc 2032. On l'a annoncé en 2022, donc ça prend 10 ans pour les SIAD et les SAD pour se regrouper. Il faut replacer un peu le délai, 10 ans. Mais, clairement, le modèle économique qui permet la mise en œuvre de cette réforme, aujourd'hui, n'existe pas. Par contre, et notamment pour l'aide, par contre, il est aussi évident qu'elle la rend indispensable. C'est-à-dire qu'on a reculé depuis 2012, on a tergiversé, on a trouvé des méthodes, des dotations complémentaires qui ont plein de qualités, mais qui sont facultatives. Alors un truc facultatif, bon, c'est quand même compliqué. Des différences entre eux, comme on l'a dit, des tarifés, des non-tarifés, le reste à charge dont on ne sait pas comment il s'applique, le crédit d'impôt qui vient se greffer là-dessus, des modèles économiques fondés, c'est d'actualité, sur des exonérations de charges sociales, et quand on les augmente, de toute façon, on ne veut pas les augmenter parce qu'elles sont payées par les conseils départementaux qui financent. Bon, on est dans un espèce de truc avec des ajouts de strates incompréhensibles, et à côté de ça, et ça a été dit aussi, un cahier des charges exigeant, pas financé. Donc ces 5 ans qui viennent là, de convention, si on ne se met pas d'équerre, pas pour faire une expérimentation, je crois qu'on a eu une pile de rapports, on peut caler une quinzaine d'armoires normandes avec l'IBO, machin, c'est bon. On sait les principes, le rapport IGAS l'a encore rappelé, à un moment il y a une question de coût de revient à couvrir, et de coûts de revient qui permettent des augmentations de salaire, parce que ça a été aussi rappelé, et je sais que Daphna est dans la salle, quand on a 18% des salariés de l'aide qui sont en dessous du seuil de pauvreté, il faut se dire qu'il y a un sujet. Et si la question, elle en est encore, aujourd'hui, quand on rapproche un SIAD et un SAD, de se dire « Ah là là, qui va payer le fait qu'on monte vers le haut les salariés de l'aide ?» C'est pas qu'on a un petit problème, c'est qu'on a un énorme problème que la question même soit évoquée. Et si la réforme de SAD ne va pas permettre de résoudre ce sujet-là avant le délai de 5 ans, parce qu'on sait que les SIAD vont principalement conventionner, ils l'auront ce délai, c'est bon. Par contre, si ce n'est pas résolu avant la fin de ce délai de 5 ans, UNA qui soutient à fond cette réforme, sous sa forme actuelle, personne morale unique, tout ça, on sera les premiers à dire on laisse tomber.
Alors, on va reparler de l'expérimentation sur la tarification SAD, mais dans nos échanges, on a eu ce type de remarques un petit peu provoque, il faut l'avouer, de se dire, finalement, si cette réforme des SAD, des services autonomie, elle n'est pas vraiment tarifaire, c'est peut-être parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites quand même ces dernières années, le tarif plancher, la dotation qualité dont on a parlé. Est-ce que ça veut dire que ça ne suffit pas encore ? Je vais en effet vous faire réagir, monsieur Alzon, et puis ensuite monsieur Farnaud. Est-ce qu'on est encore loin du compte ? Bonjour à tous. Alors effectivement, je pense qu'on est encore loin du compte parce qu'on a oublié aussi les enjeux sociétaux. Aujourd'hui, effectivement, on en est donc au point zéro sur ces enjeux sur le financement. Non pas que rien n'a été fait. On a fait des choses intéressantes. Et nous, à la FESP, on s'est par exemple battus, et on l'a maintenant sur la carte professionnelle. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites aussi, sur lesquelles donc, on s'est battu sur la communication pour l'attractivité de nos métiers. Et donc là, on sait que le gouvernement va mettre en place donc prochainement une campagne, et donc on s'en réjouit. Il y a aussi tout un sujet sur la formation qu'il faut revoir absolument. Et c'est vrai qu'il faut... tout a été dit, tout a été fait, et nous, en tracteurs, on sait très bien où on en est sur la partie financière. Mais on pense qu'il faut absolument aussi redonner la parole aux gens, aux citoyens. Nous, à la FESP, on prône depuis déjà peut-être 2 ans une convention citoyenne pour savoir quel futur, de façon globale, on veut sur ce financement. Qui doit prendre en charge ce financement et dans comment ? Et on pense qu'il y a une prise en charge, effectivement, qui doit être celle de l'État, mais pourquoi pas aussi d'une solidarité intergénérationnelle ? Pourquoi pas aussi qu'il y ait une responsabilité de la part des mutuelles, des assurances, de façon déjà subventionnée ou pas. Et on pense que tous ces sujets-là, pour nous, pour nos proches, pour ce qu'on veut de cette France de demain, pour ce domicile, pour cet accompagnement, de voir absolument de façon un peu plus large comment on veut financer tout ça pour aujourd'hui, de ce qui représente effectivement donc 80%, donc 90% des aides à domicile qui sont faites par des personnes. Voir absolument comment de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, ce qu'on veut de cette France et de demain pour nous et nos proches. Alors, vous prenez donc une refonte et un requestionnement en profondeur de la tarification. Si je reviens sur les avancées qui ont été proposées sur la tarification des services autonomie, Monsieur Farnaud. Oui, je vais essayer d'être aussi non langue de bois, être très direct. Il y a eu, de la part de l'ensemble des financeurs publics, un effort qui a été fait sur ces services-là. Il est indéniable. Depuis effectivement le post-Covid, l'ensemble des structures ont eu, à travers les mécanismes très bien décrits par Vincent Telly et extrêmement complexes, ont permis quand même à vos structures, à nos structures, de quand même améliorer un tant soit peu les choses. Après, est-ce que ça représente le vrai coût du service à domicile ? On verra bien avec les travaux qui vont être effectués au niveau national, mais on voit bien qu'on s'en rapproche, on tangente vers, mais on ne règle pas le problème de fond, c'est-à-dire effectivement ce modèle de financement et ce modèle économique. Et là, pour le coup, point de vue du département, on est dans une complexité et d'une non-transparence et d'une non-équité totale dans aujourd'hui des éléments de tarification au niveau des territoires, au niveau des services, avec aujourd'hui une usine à gaz, sincèrement, pour les services, une usine à gaz pour les services à domicile, et encore plus pour les personnes qui aujourd'hui subissent un système qui est complètement, qui manque d'une transparence totale et qui ne garantit derrière assez peu la qualité des services que nous offrons derrière. On peut parler effectivement de cahier des charges, et la réforme organisationnelle qui a été prévue sur les SAD, effectivement, en tout cas, de mon point de vue, tout le monde y souscrit. La difficulté après, c'est la répartition sur les territoires.
les SAD aujourd'hui, quelle est notre lecture, quelle est la part, si on se dit les choses, de marché, quelle est la part d'activité qu'on veut représenter les SAD dans les prochaines années. Aujourd'hui, très modestement, je ne suis incapable de vous dire dans le Val-de-Marne combien la part des SAD va représenter en termes d'activité pour accompagner nos personnes âgées, nos personnes handicapées sur les territoires. Est-ce que c'est 10%, 20%, 30%? Impossible à savoir. Autre point, peut-être pour vous donner quelques éléments de complexité de notre point de vue au niveau du département sur l'évolution des besoins de la population. Je reprenais un petit peu les chiffres en venant ici. Entre 2021 et 2024, plus d'1 million d'heures en plus ont été prestées par le département du Val-de-Marne. 1 million. En gros, on passe de 2 à 3. C'est colossal. On a en face de nous un mur de dépenses et de besoins au niveau de la population. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, la capacité d'un département de suivre ces évolutions-là, elle est quasiment inexistante. On est complètement lié avec ce que peut nous offrir, entre parenthèses, l'État, la CNSA, effectivement la 5e branche, mais l'adaptation territoriale de ces politiques-là, elle est quasiment nulle au niveau des départements. Et on est obligé systématiquement de remettre sur des bases, sur des capacités fiscales qui sont objectivement quasiment nulles au niveau des départements pour maintenir, je dirais, un niveau satisfaisant ou approximativement satisfaisant de tarification pour les SAD. Donc, moi, je trouve que là, de ce point de vue-là, je souscris totalement dans cette ambition de revoir totalement le modèle. On a effectivement quelques années, 5 ans pour le faire, ou peut-être un peu moins, je pense, mais sur de nouvelles balles. À la fois du point de vue des tarificateurs, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, les équipes sont complètement embolisées et ont une capacité limitée de vous accompagner. Il faut être très clair. Par rapport aux différentes modalités d'évolution des textes. Et de l'autre côté, j'ai entendu tout à l'heure un élément que je trouvais très intéressant, c'est notre capacité collective à interroger le modèle économique du secteur. Et par-delà, j'ai entendu que l'ARS était en incapacité de suivre le domicile. Moi, j'ai une conviction assez profonde pour ça. Je pense que le domicile doit être une compétence du département. Vraiment. C'est le département qui a cette capacité-là de rentrer finement dans les besoins du territoire, d'adapter et d'organiser cette prestation, ces services au domicile. L'État, pour le coup, en tout cas aujourd'hui, je trouve il reste trop méso, trop supra pour pouvoir être vraiment dans cette finesse et dans ce rapprochement. Et je finis là-dessus. Un autre point de la réforme qui a forcément une conséquence fondamentale par rapport à la tarification, c'est l'organisation du territoire. Aujourd'hui, notre lecture des territoires, le découpage des territoires en termes d'autorisation, aujourd'hui est balbutiant sur la question du domicile. Aujourd'hui, il est très compliqué, alors que je m'entends très très bien avec mon ARS, d'ailleurs je tiens à souligner l'excellent rapport que j'ai avec l'ARS Île-de-France sur ces questions-là, collectivement, et même avec les fédérations, etc., collectivement, c'est très compliqué pour le régulateur, pour le tarificateur, de bien identifier les secteurs, les territorialisations, et derrière, forcément, avec des conséquences en termes de marché, en termes d'offres et de modèle économique. Et ça, c'est très compliqué pour nous aujourd'hui dans ces nouveautés aujourd'hui, dans ces évolutions de ces services-là. Et je finis, dernier point, troisième point, le dernier et troisième. Qu'est-ce qu'on veut véritablement que les SAD représentent dans l'offre? Moi, l'intuition que j'ai, c'est que, sera peut-être contredite par ce que vous allez réussir à faire, mais j'ai une petite vision qui tente à me dire que les SAD seront le service minimum du domicile sur les territoires. Et après, les gens iront choisir, effectivement, en fonction des autres, des prestations, des services que pourront apporter les autres structures. Dans ce que je peux voir naître entre le rôle des SIAD, les SAD aujourd'hui qui sont en train de se marier, on voit bien commence à se définir un service public minimum du domicile à travers cette réforme-là. Il y aura forcément de la place pour autre chose, mais dans la construction, on voit se dessiner une offre minimum garantie par les collectivités d'État dans les prochaines années. C'est un petit peu ce que je vois en termes de...
Alors, vision. en vous entendant parler, on sent l'ambition, la logique d'organisation territoriale. Et pour autant, je vais vous ramener à des choses beaucoup plus pratico-pratiques, la tarification, cette tarification horaire. On a l'impression, en vous entendant parler, qu'on est un petit peu à contretemps en parlant de tarification horaire, alors qu'on parle de services coordonnés, de logique de territoire. Monsieur Vincent Telly, vous vouliez réagir justement sur cette tarification horaire et tarif plancher. Alors, déjà, il faudrait revenir sur tarification. Parce que je pense que c'est un mot un peu valise. Je suis sûr qu'on pourrait faire un sondage. Ça veut dire quoi de tarification? Vous demandez à quelqu'un dans la rue, le tarif, c'est le prix. C'est quoi mon tarif? C'est quoi les tarifs affichés? C'est le prix. Chez nous, ça ne veut pas dire ça. C'est quoi la tarification? Tarification, c'est un financement public qui couvre un coût de revient, calculé en fonction d'un coût de revient. Je dépose un budget, on calcule un coût de revient. Alors, des fois, ça peut être une équation tarifaire, hein, ça peut être un coût de revient très forfaitaire. Si un jour, on fait un tarif socle calculé sur un coût de revient moyen, c'est de la tarification. Puisqu'il faut déposer un budget, et là, les réglementations européennes sont très claires, il y a des modalités de contrôle et de récupération. C'est obligatoire, c'est du financement public. La question, après, c'est l'unité. Est-ce que l'heure, c'est une bonne unité? Est-ce que la place... Alors, M. Richefou n'aimait pas trop le terme. Bon, on pourra en trouver d'autres. Hein. Les personnes, l'acte, est-ce qu'on peut avoir des cotations d'actes? Ça, c'est des bornes de tarification. La question fondamentale, elle est de se dire comment, ou est-ce qu'il est nécessaire, ou pas, pour l'aide à domicile, parce que ce n'est pas un acquis, pour l'instant, dans tous les autres ESMS de France, tous, sans aucune exception, même un EHPAD non habilité, la dépendance, elle est tarifée. Ils ne font pas de reste à charge, ils déposent un budget, et d'ailleurs, on va pouvoir, sans douleur, fusionner leurs sections, y compris pour les EHPAD commerciaux, sur la dépendance, je ne parle pas de l'hébergement. Hein, parce que la dépendance, c'est de l'APA, et l'APA, c'est une prise en charge légale, et quand il y a une prise en charge légale, il y a un financement public, et quand il y a un financement public, il y a une tarification. Ben, sauf que ça ne marche pas comme ça dans l'aide à domicile. Donc la première question à se poser, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme mode de financement unifié pour l'aide à domicile. Attention, on peut avoir des divergences, ce n'est pas le sujet, c'est un choix politique. Ce choix politique, on l'attend depuis 2012. Ça fait un bail. Ça, c'est le premier point. La question, elle est de se dire, très bien, et si je vais filer la métaphore du virage domiciliaire. Le SAD, c'est la magnifique carrosserie de la voiture qui va prendre le virage. La tarification, c'est le moteur. Ben, le moteur, on ne l'a pas. Alors pour l'instant, c'est pour ça qu'on dit partout, ça avance pas, machin, bah non, mais même si je fais le plus beau moteur, le plus puissant, moi j'y connais rien en bagnole, mais bon, ceux qui s'y connaissent, ils penseront à un moteur qu'ils aiment bien. J'en ai pas en tête, j'en ai pas proposé. Mais il faut du carburant, parce que sinon, avec le meilleur moteur, ça démarre pas. Et le carburant, pour l'APA et la PCH à domicile, vous savez ce que c'est aujourd'hui? À l'échelle de la branche autonomie, et c'est pour ça que c'est insupportable pour les départements, à l'échelle de la branche autonomie, les concours APA-PCH, c'est 10% du budget de la branche. C'est pas cher payé le virage domiciliaire en aide au niveau de la solidarité nationale. Et là, il y a peut-être quand même un sujet, 10%. Alors, je pourrais, si j'étais taquin, préciser que l'année prochaine, ils vont baisser parce que la fusion des sections va faire qu'ils vont récupérer des concours, parce que c'est aussi de l'APA. Donc, mais je ne suis pas taquin, donc je ne le dis pas. Je ne l'ai pas dit. Mais à un moment, c'est une vérité. C'est pas assez. Alors que la moitié des personnes en perte d'autonomie sont prises à domicile. Alors qu'on fait une réforme des SIAD, et là je tends une perche énorme, qui dit on fait une réforme pour prendre en charge des personnes de plus en plus en perte d'autonomie, et c'est légitime, à domicile, en soins. Il est où le système qui, en aide, permet de prendre des personnes de plus en plus dépendantes à domicile? Pour l'instant, on l'attend. Alors, justement, merci pour cette transition, parce que on va... Visiblement, l'esprit taquin a du succès. On va se pencher justement ce qui se passe du côté des SIAD, puisque pour les SIAD, il y a une nouvelle tarification qui a été mise en place et déployée depuis 2023. Et cette tarification, elle s'attache à reconnaître à la fois des frais de structure, de fonctionnement, et puis à reconnaître le niveau de dépendance et le niveau de soins des personnes que vous accompagnez. Alors, je vais vous demander, Madame Soupin, au nom de l'UNACI, je sais que vous avez fait un petit bilan de cette expérimentation avant de donner la parole à la CNSA. Est-ce que vous pouvez nous faire votre retour sur cette nouvelle tarification?
Oui, merci de me donner la parole et donner la parole à l'UNACI et au SIAD. Alors, pour reprendre l'idée du moteur, alors moi je suis aussi directrice d'un SIAD en Seine-et-Marne, en Ile-de-France. Moi j'ai déjà le nez dans le moteur là, parce que je parle au nom de mes collègues directrices de SIAD. Nous, on est déjà sur une réforme de la tarification. Alors, messieurs, vous parlez d'un nouveau modèle. Nous, on est déjà en train d'expérimenter un nouveau modèle. Alors, s'il y a le nouveau modèle du nouveau modèle, ça va être compliqué. Surtout que du côté pratico-pratique, le nouveau modèle, ça ne fonctionne pas très bien actuellement. Vous êtes en forfait global, pourtant. Alors, on est en forfait global. On est en train, effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de mes collègues qui ne connaissent pas encore leur budget 2024, puisqu'effectivement, il y a des complexités au niveau des remontées des données. On a mis en place, donc la CNSA a mis en place un outil qui s'appelle Sidoba, voilà, que vous connaissez. Donc voilà, je vois que ça réagit. Donc qu'est-ce que c'est, voilà, ça c'est nous, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui, on s'interroge sur les effets, effectivement, de cette réforme. Comme il y a une montée en puissance, 20% jusqu'en 2027, les effets, pour l'instant, n'ont pas été très catastrophiques. On dit que globalement, les gens, les services sont restés à peu près, s'en sortent. 2024, ça s'annonce probablement un peu plus compliqué, mais on en est encore à remplir nos données, à nos données. 2 points, et je passerai la parole. Cette nouvelle tarification, on nous a dit effectivement un socle, très bien, et ça a été dit ce matin, au nombre de les passages. Ah oui, mais attention, les passages, on compte un passage par semaine, financé de la même façon que 5 ou 10 passages. J'appelle pas forcément ça une réglementation au passage. On est sur un modèle, effectivement. Ma crainte, c'est qu'on va geler pendant 2 ans et puis les services vont avoir une tarification qui va les amener peut-être à une baisse. Voilà, on est en grande interrogation. Quid de l'expérimentation sur les SIAD renforcés? Alors c'est vrai que c'est le petit bout du petit bout. Je suis désolée, c'est très, très particulier, mais qui ont effectivement été une expérimentation avec justement un nombre de passages plus important. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse, mais j'espère en avoir. Merci. Merci. Alors, Monsieur Paul, est-ce que vous avez cette même lecture de l'expérimentation du forfait, de la nouvelle tarification dans les SIAD ? Alors, bonjour déjà à tout le monde et merci de m'avoir laissé la possibilité d'intervenir. Je n'en méconnais pas les difficultés, on va y revenir, je n'en méconnais absolument pas les difficultés concrètes de cette première mise en œuvre. Peut-être avant, si vous me permettez, de rappeler à Vincent Telly que je remercie à la fois pour le rappel sur la différence entre tarification et financement, qui est un élément fondamental dans les travaux et dans les réflexions qu'on doit avoir, mais lui rappeler que les financements, le virage domiciliaire ne concerne pas que l'aide à domicile, mais que dans l'ensemble, le virage domiciliaire, c'est une approche beaucoup plus globale qui concerne également les dépenses de la branche via les agences régionales de santé, et donc que ce soit les services de soins infirmiers à domicile, les EHPAD et plus largement tous les intervenants qui, à un moment, doivent se penser comme être chez soi ou permettre aux gens d'être chez soi où que l'on soit. C'est ça, le virage domiciliaire, et ça va bien au-delà des 2,5 milliards des concours à pas, des 4-5 milliards à peu près qui sont mis par la branche autonomie en soutien des dépenses des départements. Dont acte, c'est vrai que j'ai oublié de rajouter les SIAD, on monte à 18% pour la moitié des personnes gérées qui vivent chez elles. Deuxième élément, toujours pour Vincent, que je remercie également pour ses rappels historiques. Sur les 10 ans de la réforme de la tarification des SIAD, c'est vrai, il y a une dizaine d'années, et j'étais du côté de l'HAD, donc je le dis d'autant plus volontiers qu'à cette époque-là, l'interrogation que j'avais, c'était dans quelle mesure est-ce que cette montée en gamme des SIAD ne risquait pas d'avoir des zones de chevauchement avec les services d'hospitalisation à domicile qui, eux, sur certaines prises en charge, j'allais dire plus de nursing, pouvaient éventuellement avoir des jonctions. J'observe qu'il a fallu effectivement 10 ans, non pas 10 ans de travaux acharnés. En réalité, la réforme, elle a été concertée entre 2021 et 2023. Première mise en œuvre 1er janvier 2023, avec des textes qui sont sortis au printemps 2023. Ça explique entre autres les difficultés, et vraiment on les sait, et on fait tout ce qu'on peut pour faciliter au maximum la vie des services. On sait que ce premier exercice
sur le recueil des données au fil de l'eau. C'est pas une mince affaire pour vous. Le contrôle, la vérification, c'est pas une mince affaire pour vous. Et les agences régionales de santé n'ont pas pu, et ça, c'est pas de leur fait, allouer les budgets, la tarification aux services avant cet automne. Et donc, c'est effectivement pour celles qui ne l'ont pas encore fait dans les prochains jours que vont se présenter les budgets. Donc, une réforme qui, effectivement, quand on l'amène au pas de charge, c'est la réalité, et qu'on n'a pas les outils prêts et l'ensemble des outils prêts au moment de la lancer. C'est redoutablement compliqué, et c'est redoutablement compliqué pour tout le monde, mais notamment pour les services. Donc ça, on l'identifie. Après, si on regarde sous l'angle du financement, c'est plutôt une réforme qui marche. Et je pense qu'il faut vraiment le dire, c'est une réforme qui marche. Pour preuve, on a regardé, alors on n'a pas encore énormément de recul, mais on a regardé les données qui ont servi à calibrer les premiers forfaits. Et donc, on a un effet pur et parfait de la réforme en prenant la tarification, le financement 2022 et 2023 à partir des coupes qui ont permis à établir ces dotations aux services. Et entre ces deux coupes, on a à peu près le même nombre de services, on a le même case mix à peu de choses près. La différence entre les deux, c'est un pouillème d'incontinence fécale de plus entre les données 2023 et 2022. Donc vraiment, ça n'est rien du tout. C'est vraiment la même assiette. Ce qu'on observe, c'est que en fait, la réforme, elle marche. C'est-à-dire que techniquement, elle produit des effets qu'on en attendait. On a fait cette réforme parce qu'on avait des services qui avaient des prises en charge qui étaient parfois particulièrement lourdes, particulièrement complexes, qui mobilisaient davantage de professionnels et qu'on n'arrivait pas, via une dotation globale qui était finalement relativement statique et qui vieillissait dans le temps, mais sans qu'il y ait un lien direct avec l'activité, on n'arrivait pas à valoriser ces prises en charge. Ce qu'on observe, c'est que désormais, c'est réellement le cas. Alors c'est plus facile parce que la réforme, elle a été accompagnée financièrement. Il y a bien une enveloppe de convergence de 229 millions d'euros qui a été prévue. Et dès la première année, c'était 45 millions d'euros pour la mise en application de la réforme. On a un petit peu moins cette année parce qu'il y a un petit peu moins de convergence positive. J'y reviendrai sur les effets de cette réforme. Mais en vrai, elle marche. En vrai, elle marche. Ce qu'on observe, c'est que, et d'ailleurs, ça a été dit, dans les modèles de financement aujourd'hui, finalement, ils convergent intellectuellement sur quelque chose, c'est qu'on n'a plus trop de modèles de financement chimiquement purs. C'est-à-dire qu'on a toujours des hybridations entre des parts forfaitaires globales. C'est le forfait structure pour la partie SIAD. C'est à peu près 50% du financement des services. Et ça, c'est un des acquis de la réforme. C'est que où qu'on soit en France, Alexandre Farneau parlait d'équité, où qu'on soit en France, pour une place, on parle de place, mais pour un capacitaire d'accompagnement en SIAD, c'est le même montant, c'est à peu près 8 700 euros en 2024. Ce qu'on observe aussi, c'est que ce qui tire vers le haut le financement des services, c'est bien ces prises en charge plus lourdes. Alors, effectivement, c'est imparfait dans la description. On a des travaux de maintenance, comme on dit, sans être dans le garage, des travaux de maintenance du modèle, c'est-à-dire on a une première version qui a été déployée, on sait qu'il y a des limites, on sait que le pouvoir descriptif de certaines prises en charge est limité. Les SIAD renforcés, on était parti du principe que potentiellement la meilleure valorisation de ces prises en charge plus lourdes permettrait de compenser ces coûts supplémentaires. On observe que, en tout cas, les remontées qu'on a, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut qu'on y travaille et on est tout à fait prêt à y travailler. On a notre feuille de route 2025 à établir, y compris avec vous. Ce qu'on observe, c'est que, dans l'ensemble, plus des 2/3 des services sont gagnants. La première année, en 2023, on avait un peu plus de 80% des SIAD qui étaient en convergence positive, c'est-à-dire qu'ils voyaient leur tarification, leur montant cible forfaitaire augmenter. En 2024, c'est un tout petit peu moins, c'est 72% des services qui sont en convergence positive. Pour une bonne raison, c'est qu'on a effectivement mis un mécanisme de gel pour sécuriser. Donc, on sécurise via le gel, on sécurise via le financement du forfait structure. Et par ailleurs, les règles pour augmenter sa dotation, elles sont lisibles. C'est prendre des personnes avec un GIR plus important, c'est le taux d'occupation, c'est le nombre de passages par semaine, etc. Donc, on a des variables. Enfin, le modèle, il marche. Il marche techniquement. Par contre, effectivement, il faut qu'on l'améliore. Il faut qu'on l'améliore dans son fonctionnement avec les outils. Et il faut qu'on l'améliore aussi dans la granularité de ce qu'il produit. Ce qui est certain, c'est que,
c'est un modèle de financement mixte qui effectivement est, je pense, source de réflexion, d'inspiration. J'imagine qu'on viendra sur le sujet du financement. J'allais vous y amener parce que, à vous entendre, ça marche tellement bien, sauf quelques ajustements d'un budget 2024 qui arrive en novembre, mais enfin, à part quelques petits ajustements, vous avez envie d'expérimenter aussi une nouvelle tarification, des nouveaux financements, des forfaits sur les futurs services autonomie, avec cette idée de mixer des financements pour des frais fixes, des financements qui seraient plus proches de la réalité des personnes accompagnées par les services autonomie. Donc cette expérimentation, elle va se lancer. Je vous laisse le micro pour continuer et enchaîner sur ce propos. Merci beaucoup. Donc, vous êtes ravis de parler de cette expérimentation qui arrive. Alors, je ne peux pas non plus en dire trop, puisque le calendrier officiel de cette expérimentation, c'est que nous devons rendre notre avis la semaine prochaine. Alors, le principe, c'est que ce sont les départements qui se portent candidats. Ce ne sont pas les services. Exactement. Ce sont les départements qui peuvent se porter candidats pour expérimenter une nouvelle tarification des services autonomie. Tout à fait. Alors, c'est un financement, du coup, grâce à Vincent, on a eu la précision. Donc oui, l'objectif, on a lancé cet appel à manifestation d'intérêt cet été dans l'optique de recruter des départements qui accepteraient, en lien avec des services également volontaires, d'expérimenter ces nouveaux modes de financement. Libre, j'allais dire, aux départements de proposer le modèle de financement qu'ils souhaitent expérimenter. Ça a permis notamment d'apporter une première réflexion un peu structurée et concertée avec les départements, avec les fédérations, sur différentes modalités possibles de construction d'un nouveau modèle de financement. Là aussi, sans surprise, on est forcément sur des hybridations. C'est-à-dire que, de manière générale, on va toujours rechercher, on voit bien les limites du financement horaire, et on voit bien l'enjeu de dépasser ce financement qui est vraiment lié à la production d'accompagnement auprès de la personne pour tenir compte des éléments beaucoup plus globaux que sont une responsabilité populationnelle, que sont la coordination, que sont de manière générale l'action dans le champ médico-social. Ce qu'on a travaillé, c'est ce qu'on a proposé d'ailleurs dans l'appel à manifestation d'intérêt, c'était plusieurs modèles de financement avec peut-être deux approches complémentaires ou plutôt différentes. La première, c'est celle de finalement proposer un modèle qui serait identique à celui des SIAD. On a un financement, une part structure et puis une part horaire. Ça ressemble assez largement à la partie SIAD, avec peut-être aujourd'hui sur la partie aide à domicile une moindre description des situations d'accompagnement et donc un enjeu probablement de mieux décrire ces situations et pour mieux les valoriser. On a une autre approche qui pourrait être aussi d'avoir comme base de financement le financement horaire et d'avoir des compléments de financement sur la base soit d'objectifs populationnels, soit la possibilité d'ajuster une espèce d'enveloppe un peu molle qui permet d'ajuster en fonction des situations et de l'évolution des situations sur des périodes données, les financements des services. Ça ressemblerait, si j'ose la comparaison, davantage à une tarification à l'activité où le socle du financement, c'est l'activité et les ajustements et les mécanismes compensateurs et les mécanismes améliorant le modèle à l'activité, ce sont ces dotations forfaitaires supplémentaires. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer sur cette expérimentation. Je voudrais juste dire que, en fait, pour nous, c'était utile et nécessaire pour pouvoir planter des premières briques de réflexion sur une structuration de modèle et avoir des bases de discussion. Cela étant, on n'y arrivera pas si on n'a pas une connaissance des coûts. Et Vincent le rappelait, il y a cette notion de coût de revient. Aujourd'hui, ce coût de revient sur la partie domicile, alors la partie SIAD, on la connaît, c'est comme ça qu'on a construit une réforme de la tarification et du financement. Par contre, sur la partie aide à domicile, on ne la connaît pas. Et donc, on doit s'engager, et on souhaite s'engager, et on va s'engager dans une étude de coût. Je crois que ça fait consensus. Il y a bien une chose qui fait consensus, c'est la nécessité et l'utilité de se lancer dans cette étude de coût à partir de 2025. Donc on va chercher à recruter des services qui seront volontaires pour participer à cette étude de coût. Il y a un petit défraiement pour tenir compte du fait que c'est un engagement, c'est du contrôle de gestion qu'il va falloir reproduire. Mais nourrir cette réflexion, on n'arrivera pas à faire une réforme du modèle de financement si on n'a pas une connaissance un peu plus fine des coûts.
Merci. Alors, je vais vous laisser réagir. Alors, peut-être d'abord, Monsieur Farneau, sans nous dévoiler la liste des départements qui vont expérimenter ce nouveau financement, elle n'est pas connue. Ce sera la semaine prochaine, hein, si je ne me trompe pas. Monsieur Farneau, sans nous dévoiler forcément la position du département, quel est votre point de vue sur cette expérimentation et puis sur l'étude de coût dont on vient de parler? Mais déjà, sur l'intention, on peut simplement louer la volonté de travailler sur des modèles et d'expérimenter, de lancer des pistes dans le débat avec l'ensemble des acteurs. Ça, de toute façon, c'est quelque chose auquel l'ensemble des départements, les fédérations souscrivent. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Là, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est à la fois la temporalité et les capacités à faire, à la fois des départements et de l'État sur ces questions-là. Il faut bien voir aujourd'hui que les capacités à faire des départements d'accompagner ce type de réponse est extrêmement réduite. À la fois en termes de moyens, d'ingénierie, et même, je dirais, plus globalement, cette question, on voit bien qu'on n'est pas uniquement sur des éléments paramétriques, mais derrière pose la question plus profonde de la responsabilité du financement entre l'État et les collectivités locales. À partir de ce modèle-là, si on ne règle pas cette question de fond du qui paye quoi, combien, avec quel type de ressources, les départements vont avoir du mal à s'engager dans des travaux techniques extrêmement fins qui vont influencer sur leur budget, alors qu'aujourd'hui, la plupart des TEPA, vous le savez très bien, sont dans des situations financières extrêmement difficiles sur la partie sociale. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une frilosité, sans vouloir dévoiler des éléments que franchement, je n'ai pas forcément, j'ai pas tous les éléments en ma possession, mais il y a une frilosité des départements à aujourd'hui rentrer dans des travaux de cette nature-là, en sachant que derrière, la couverture financière, elle n'est pas assurée. Je veux dire qu'on peut s'engager, mais aujourd'hui, on voit bien que l'état des finances publiques, à la fois nationales et locales, sont en grande difficulté. Donc voilà, on est quand même aujourd'hui extrêmement réservé sur notre capacité collective à mener cette réforme, alors que de l'autre côté, je vous le dis, je reviens sur cette question de fond, sur l'organisation territoriale et qui a la capacité d'établir, comme le disait Vincent, c'est-à-dire, on peut poser un peu le mot, il faut se dire un petit peu les choses. Est-ce qu'on parle un petit peu de territorialisation, disons les choses un peu de sectorisation dans les départements, à travers ces services-là? Aujourd'hui, la plupart des départements, quelques-uns, nous faisons des autorisations, je dirais, sur l'ensemble de notre territoire. Est-ce que ces réformes-là tarifaires, est-ce que ces réformes vont nous amener à devoir rentrer un petit peu plus dans une territorialisation, dans des agréments beaucoup plus territorialisés? Question. Monsieur Alzon, vous vouliez aussi réagir. Oui, aujourd'hui, on voit sur les années 2023 et 2024 qu'il n'y a jamais autant eu de dépôts de bilan d'entreprises en maintien à domicile. Aujourd'hui, nos entreprises n'arrivent plus à se payer elles-mêmes. Nous avons des chefs d'entreprise qui, lorsqu'ils se payent entre 1 600 et 2 400 euros par mois, qui bossent 7 jours sur 7 et pour certains et tout le temps, et qui sont plutôt à l'inverse acculés de tous les changements sociaux, les arrêts des maladies sur les congés payés, qui a été dans quelque chose d'extrêmement impliquant sur notre secteur. On a aussi les problématiques de la dotation complémentaire qui est quand même assez aléatoire d'un département à l'autre. Et nous avons sur certains réseaux de franchise, si on n'arrêtait pas de prendre une part à nos franchisés, on en aurait aussi un paquet qui aurait déjà dégagé depuis longtemps. Sans compter le fait qu'avec tout ça, les banques arrêtent de prêter et de subventionner les problématiques des trésoreries sur une grande majorité des entreprises, sans compter aussi le fait qu'on est un secteur qui, au fil des ans, devient de moins en moins attractif auprès d'investisseurs divers et variés. Donc j'entends que tout va bien, vraiment, et j'en suis hyper content parce que moi, dans ce que je vois de nos réseaux, de nos franchisés et de nos adhérents à la FESP, une vision
terrain sur des bouclages de fin de mois qui sont extrêmement problématiques à l'inverse. Donc une réforme du financement est urgente. Alors, Monsieur Vincent Telly. Alors, sur l'expérimentation, je vais être très rapide parce que, pour le coup, notre position, elle est connue, elle est partagée par beaucoup, on était contre. On estime qu'on avait d'expérimenter à nouveau. On a déjà expérimenté 2 fois, on a 5 rapports qui disent ce qu'il faut faire, ça suffit quoi. Il fallait faire comme on avait fait pour les SIAD, justement, en 2021. On pose un principe cardinal de financement. Alors, il fallait dire est-ce que tout le monde est tarifé ou est-ce que personne n'est tarifé. C'est le choix politique, il est là, de toute façon, il n'est pas ailleurs. Et à un moment, et on se donne 2 ans, comme on a fait pour les SIAD, pour monter le système. Et après, on le met en œuvre et on fera peut-être une période de montée en charge. C'est ça la méthode. Et en plus, ça se cale avec la fin de la période de transition avec les SAD. Et comme ça, en se calant, en se disant non, ce n'est pas une réforme du financement de l'aide qu'on veut, c'est une réforme permettant de créer le modèle économique des services d'autonomie à domicile. Il faut se projeter un peu vers l'avenir. C'est clair que si on est sur la 5e tentative de réforme du financement de l'aide, on ne sortira pas. Projetons-nous sur ce qui est essentiel pour les personnes. Et là, je voudrais dire peut-être une réaction par rapport à ce que j'ai beaucoup entendu ce matin en disant « mais mon autorisation, je vais la transférer, mon autorisation ». La réforme des SAD, ce n'est pas une réforme des autorisations. Si c'était ça, ça n'aurait aucun intérêt. Ça s'est fait dans le domaine du handicap, on appelait ça la réforme des nomenclatures en 2017, pour ceux qui ont suivi les débats. Ça s'est fait par décret, pépère. Bon, c'est bon. C'est une réforme de l'activité. L'autorisation, elle n'est qu'un acte administratif qui vient reconnaître l'exercice d'une activité. Et c'est cette activité qui est financée, ce n'est pas les autorisations qui sont financées. Et c'est bien parce qu'on définit les caractéristiques d'une activité en fonction de la typologie des publics, de la typologie des actes, de ce qu'il faut faire en termes d'outils, de QET, de prévention, de tout ce qu'on veut, qu'on va permettre de calibrer un financement. Si on est encore sur calibrer un financement de l'aide, c'est qu'on fait une expérimentation sur les services d'hier. C'est-à-dire qu'on s'est un peu trompé de cible. Alors que ce qu'il faut expérimenter, c'est l'application du cahier des charges, c'est le modèle des services de demain. C'est ça qu'il faut faire. Et le modèle des services de demain, si on va sur l'aide et le soin, et là, c'est là évidemment où il faut se poser la question essentielle, parce que quand je dis que c'est une réforme de l'activité, qu'on a parlé beaucoup de regroupements, les soins, l'aide, on y arrive, on n'y arrive pas. Mais si on part en termes d'activité, la réforme des SAD, c'est pas de mettre côte à côte dans une personne juridique l'aide et le soin, c'est de faire une seule activité qui est aide et soins. Moi, les trucs par convention, ouais, c'est comme si on disait, bah voilà, dans un EHPAD, le soin c'est fait par une structure à côté, une association, la dépendance c'est fait par un service public et l'hébergement par un secteur commercial dans le même EHPAD. C'est la même logique hein, pour les services, les conventions et les services d'autonomie à domicile. À un moment, si on dit que c'est une activité unique, c'est financement unique. Donc il faut créer les cadres pour permettre ce financement unique. On n'y est pas, hein, je vous rassure, mais pas du tout. Mais c'est comme ça qu'on doit avoir en ligne de mire. Parce que si on n'a pas ça en ligne de mire, la réforme, je vous l'annonce, elle sera un échec. Alors, Madame Soupin, justement, on parle de cette cohabitation qui va exister dans les services, les services autonomie, entre un financement SIAD, un financement tarification, on ne sait plus comment l'appeler pour les services autonomie. Comment vous voyez ça? Ça va être une opportunité pour cette cohabitation de faire évoluer la tarification des services autonomie, ou est-ce qu'au contraire, ça va être difficilement tenable, cette cohabitation de 2 modes de financement? Je rejoins ce qui a été dit. Vous parliez tout à l'heure de la dot. Qui aujourd'hui peut me dire quelle est la dot? Quelle est la dot aujourd'hui? Alors si, allez, on va bientôt sortir nos bilans en 2024, mais quelle sera la dot en 2025, en 2026? Et je suis d'accord, effectivement, on nous demande de faire un service et de coller deux modes de financement différents. Un dont on nous dit depuis ce matin, effectivement, qu'il a en bout de souffle le financement à l'heure, et dont nous, on est en train d'expérimenter un nouveau tarif. Donc, moi, je crains pour les SIAD, en tout cas, comme beaucoup qui sont monoservices, je voudrais qu'on y laisse un peu notre peau. Hein. On avait tout à l'heure des grands groupes autour de la table. Peut-être eux ont-ils effectivement une assise financière grâce à d'autres activités qui leur permettraient d'encaisser
les trous dans la route pour reprendre le virage, hein, les nids de poules, les ornières, merci. Nous, service monoservice, donc SIAD, qui va créer un GCSMS avec un service à domicile pour créer un SAD. Je ne sais pas quelle va être notre capacité sur 5 ans à pouvoir tenir la distance. Alors, juste un petit mot de conclusion de chacun avant qu'on puisse terminer cette table ronde. Si vous le souhaitez, ou Monsieur Farneau, si vous voulez reprendre le micro. Est-ce que vous voulez encore un petit mot, Mme Soupa ? Alors, un petit mot, écoutez, je crois beaucoup en ce que je fais. Voilà, j'y mets beaucoup d'énergie. Ça a été dit ce matin aussi. Donc, je remercie tout le monde de reconnaître le travail qu'on mène au quotidien. Mais il faut vraiment nous donner les moyens. Voilà, merci. Je ne sais pas si c'est un mot de conclusion, mais un petit mot de synthèse pour accompagner ce qui était dit. C'est aujourd'hui, on est à la croisée des chemins sur des organisations qui doivent mixer du sanitaire et du social. Et 2 cultures différentes, 2 cultures de tarification différentes, 2 conceptions peut-être des métiers un petit peu différentes, des temporalités d'exercice qui sont différentes, entre le métier du sanitaire, que je qualifierais un peu plus technique peut-être, mais voilà, avec des choses qui ont été nomenclaturées, qui ont été tarifées depuis peut-être 40 ou 50 ans, et une activité d'accompagnement de l'humain qui est beaucoup plus souple, plus englobante. Et de ce point de vue-là, on voit bien que si on réfléchit aux activités, ce que tu évoquais, et le rentrer dans un modèle de financement, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et c'est pour ça que moi, je redis aussi cette question de la gouvernance entre la culture sociale du département ou médico-sociale et la culture plutôt sanitaire de l'État, de l'ARS et des caisses. On voit bien là, on est dans un mouvement de plaques, de conception, d'organisation, de modalités de financement qu'il faut aujourd'hui travailler ensemble. Et ça, ce n'est pas une petite entreprise. Ce rapprochement entre services de santé et services sociaux dans une prise en charge globale pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou les personnes vulnérables, on voit bien qu'aujourd'hui, cette coordination, cette coopération, elle est aujourd'hui au cœur de nos réflexions. Alors, 2 mots de synthèse. Alors, ça va être très simple. Moi, je vais faire de l'actu. On est en discussion du PLFSS, oui. Et qui annonce quand même des grandes restrictions budgétaires. Donc, tout ce qu'on s'est dit sur une réforme de financement, première chose, si ça se fait à droit constant, ça va rater. Financement constant. Oui, la contrainte budgétaire ne fera pas disparaître le vieillissement de la population. On n'est pas dans l'imprécation, on est dans la réalité. Ça, c'est le premier point. Donc, à un moment, il va bien falloir que quelqu'un paye pour ces personnes. Alors, si ce n'est pas les départements, on a bien entendu, si ce n'est pas l'État parce qu'il n'y a plus de sous, il va falloir se poser des vraies questions. Quel est notre modèle ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le PLFSS... Deuxième point très rapide, alors. Non, mais vous allez voir, le deuxième point, ça va revenir complètement sur le sujet, et je vais revenir à ce qu'a dit M. Olivier Richefou en tout début de journée. Je vais revenir sur la fusion des sections en EHPAD, qui est réclamée par tous les acteurs, dont on dit même qu'il faut la raccourcir l'expérimentation. Ça va passer de 4 à 2. Les 3 raisons, rapport du Sénat, il faut le lire, il est intéressant sur l'autonomie. Ils disent qu'il y a 3 raisons pour ça. Il dit le profil des personnes, il va être de plus en plus complexe, ce qui fait que la distinction entre aide et soins ne se justifie plus ou ne se justifie moins. On a fait une réforme des SIAD pour prendre des cas de plus en plus lourds à domicile. On retombe sur la même logique. Deuxième cas de figure, la complexité entre 2 modes de tarification différents et 2 interlocuteurs différents. ARS, CD, on est la même chose sur les SAD aide-soins. Troisième cas de figure, les inégalités territoriales. On est sur la même chose aussi sur l'aide et le soin. C'est-à-dire qu'en fait, les raisons qui justifient par tous les acteurs, toutes les fédérations, pour le coup, de regrouper les sections budgétaires des EHPAD, c'est les mêmes qu'on retrouve qui militent pour regrouper au sein d'une personne morale unique, avec un budget unique et une activité unique d'aide et de soins. Merci. Monsieur Alzon. On va faire bref, Luc s'impatiente. Encore une fois, pas de financement si on ne prend pas en compte les enjeux sociétaux, et pas de financement si on ne prend pas en compte le fait que derrière donc, le financement des bénéficiaires, il y a des entrepreneurs, et pour qu'il y ait donc des entrepreneurs et des entreprises, il faut que l'on garde une attractivité et qu'on compense aussi sur ce financement de façon globale pour la pérennité de des entreprises et qu'elles puissent subsister. Donc il faut agir et agir vite.
Merci. Et le mot de la fin vous revient. Merci. Peut-être simplement pour dire que je suis heureux de voir que nous partageons l'enthousiasme et l'envie de travailler. Les motifs qui rapprochent la fusion des sections et les questions d'équité territoriale sont aussi un bon sujet pour nous en termes de financement. Je nuancerai peut-être, si vous me le permettez, avec la différence sur l'articulation des SIAD avec les infirmiers libéraux, qui est une particularité de ce champ. Non, simplement dire, on est vraiment très très motivés pour travailler avec vous, donc très heureux. Voilà, c'était l'objet aussi de réfléchir à ces premiers modèles de financement sur les SAD, dans une logique de convergence des modèles. Et peut-être pour terminer sur une boutade, si vous m'y autorisez, je crois qu'il y a eu une histoire de nid de poule sur les routes. Rappelez-moi qui a autorité sur le financement sur certaines des routes, en tout cas. Il me semble que les départements sont nos partenaires pour faire en sorte que ce virage domiciliaire fonctionne bien. Merci. 3 petits points. Merci beaucoup.